À une époque, la nôtre, où les femmes sont des citoyennes à part entière et revendiquent leur égalité avec les hommes, il est bien difficile de s'imaginer que la femme romaine ne jouit d'aucune reconnaissance juridique, qu'elle appartient à un homme, son mari ou son père, et qu'elle demeure une éternelle mineure. Mais paradoxalement, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas droit à la parole et qu'elle n'exerce aucune influence sur les hommes, même en politique. D'ailleurs, la femme, dans la bonne société, n'est pas une esclave. Elle commande à la domesticité, gère la maison, veille à l'éducation des enfants. Elle est en quelque sorte le ministre de l'Intérieur. Et à la mort de son père, elle a une part d'héritage, comme ses frères. Les mères ont souvent une grande influence sur les fils. Par exemple, Cornélia, la mère des Gracques, qui eut 12 enfants, mais il n'en survécut que 3, dont les célèbres frères Tiberius et Caius. C'est elle qui leur donna comme précepteur le philosophe Blossius de Cube, qui est à l'origine de leur politique, laquelle allait au contraire de celle des nobles du moment et provoqua, comme on le sait, les terribles crises dont aucun des deux frères ne sortit vivant. Dans les grandes familles, les filles ne vont pas à l'école, mais elles sont instruites à la maison par des précepteurs particuliers. On connaît aussi Aurélia, la mère de César, qui joua un grand rôle auprès de son fils, ou encore Servilia, la mère de Brutus, l'assassin de César, très influente et maîtresse favorite de César. Brutus dut à sa mère de sortir de situations difficiles. Par exemple, alors qu'il était encore tout jeune, à 20 ans, il participa à un complot contre Pompée, l'année même du consulat de César en 59. Servilia alla trouver le consul et passa la nuit à lui développer ses arguments très personnels. Au matin, son fils était rayé de la liste des suspects. En 331, avant notre ère, 170 matrones furent arrêtées et impliquées dans une sombre affaire des poisons qui avait provoqué la mort de plusieurs personnages importants. Parfois, les femmes pouvaient se rassembler et aller jusqu'à manifester en public. À l'époque de Caton se déroula l'affaire de Papirius, un adolescent de 15 ans qui assistait aux séances du Sénat comme le faisaient souvent les fils de bonne famille. C'est une sorte de formation parallèle pour leur futur métier de citoyen. Or, la mère de Papirius désirait savoir de quoi les sénateurs avaient parlé. Donc, elle pressait de questions son fils qui ne voulait pas répondre puisqu'il devait garder le secret. Alors, devant les instances paternelles, il se résolut à faire un gros mensonge. Il déclara que les sénateurs délibéraient pour savoir s'il serait mieux qu'un homme pût épouser 2 femmes ou à l'inverse qu'une femme ait 2 maris. Aussitôt, évidemment, la mère de Papirius s'affole, elle va alerter toutes les matrones du quartier, elle rassemble tout le monde et une délégation, une sorte de manifestation de femmes, se dirige vers la curie où se tiennent les sénateurs. Évidemment, les sénateurs sont surpris de ces vociférations extérieures, ils sortent sur le pas de la porte et là, ils apprennent que les femmes demandent qu'on choisisse la deuxième solution, c'est-à-dire que les femmes puissent avoir 2 maris. Évidemment, ils tombent des nues, ils ne comprennent rien, et devant ce quiproquo, eh bien, Papirius avoua le gros mensonge qu'il avait fait et les raisons qui l'avaient poussé à le faire. Évidemment, l'atmosphère se dérida, et Papirius fut pardonné et même félicité d'avoir su réserver sa parole et garder le secret. Néanmoins, il fut décidé à partir de ce jour que les mineurs n'auraient plus le droit de se tenir à la porte du Sénat. Si les femmes du peuple travaillaient dur, celles de la bonne société étaient très soucieuses de leur apparence. La principale qualité d'une femme, son honneur, est, comme l'on disait à Rome, la pudicitia, c'est-à-dire la réserve. Elle doit dissimuler son corps sous une robe jusqu'aux pieds, sur laquelle elle place un manteau, et doit se couvrir la tête pour sortir. Le poète Horace regrette d'ailleurs qu'on ne puisse pas voir le visage d'une matrone et préfère les courtisanes parce qu'il peut juger sur pied. Une femme doit se garder de montrer ses émotions, ses sentiments, si elle ne veut pas se déshonorer. Et l'exemple le plus célèbre
est peut-être celui que nous raconte Juvénal, à savoir d'Épia. Épia est une noble matrone qui est née, comme dit le poète, dans un berceau passementé d'or, et elle a tout pour être heureuse, la richesse, un mari aimant, des enfants, et voici qu'elle est prise d'une passion farouche, violence à Poudikitia, pour Sergiolus. Sergiolus, c'est Petit Serge. Petit Serge, c'est un gladiateur. Alors évidemment, il n'est pas beau. Il a le nez à moitié écrasé, il a une humeur qui coule sans cesse d'un de ses yeux, il a la bouche de travers. Enfin, il n'est pas un prix de beauté, mais il a une musculature digne de Schwarzenegger. Et ça séduit Épia. Donc, Épia va quitter mari, enfant, et partir avec Sergiolus. Il va l'emmener sur de méchants bateaux avec des sentines qui puent véritablement, elle qui a le mal de mer, mais elle suit son gladiateur. Et elle s'est en même temps, évidemment, totalement déshonorée. Une femme riche sait transformer son corps. Cérémonie de la toilette avec le ballet des servantes. Alors, voyons un petit peu comment se fait cette transformation. Tout d'abord, le maquillage, la recherche artistique. Le visage est une toile. Il faut imaginer que la femme romaine de haute société a besoin d'avoir le teint blanc, puisque le teint bronzé chez les femmes, à la différence des hommes, fait penser au teint Rubicon des paysannes. Donc il faut appliquer, un petit peu comme pour les geishas japonaises, une crème blanche sur l'ensemble de ce visage à la base, avant de mettre les couleurs. Cette crème blanche varie selon la météo. Il y a une crème blanche, par exemple, à base de cérus de plomb. Inutile de dire comment elle arrange la peau. Mais c'était très important à l'époque, cette céruse était importée de Rhodes, c'était une crème très chère. On pouvait aussi utiliser une crème à base d'excréments de crocodile, par exemple, ou bien encore de fientes de chèvre, ou même de bousses de veau, c'est pas mal non plus. L'inconvénient de ces crèmes bases blanches, c'est qu'elles fondent au soleil. Alors, on peut prendre une crème à base de craie. Le problème, c'est qu'elle se dilue sous la pluie. Par conséquent, c'est toute une question de météo avant de choisir sa crème base. Puis on ajoute les couleurs. Le noir autour des yeux pour le contraste, le rouge sur les pommettes, elle symbolise la vie, comme le sang, voire un peu de pourpre parfois, pour rappeler qu'on est riche. Le jaune aux sourcils, c'est l'or, c'est encore une marque de richesse. Le rose pour les lèvres, afin de souligner la pureté originelle de l'aurore et rappeler la pureté virginale. Il existe d'ailleurs des manuels pratiques, les Romains aimaient beaucoup les petits manuels pratiques en tout genre, des manuels pratiques de soins pour la peau, dont 2 au moins ont été écrits par des femmes. C'est l'art de la cosmétique, auquel il faut opposer la commotique, c'est-à-dire les produits destinés à soigner que concoctent les médecins. Ceux-ci fabriquent par exemple des crèmes réparatrices à appliquer la nuit. Alors, voici un exemple de ces crèmes, ou tout au moins des composants, des œufs séchés, de la farine d'orge, de la corne de cerf tombée au printemps, de la gravelle de vin, des bulbes de narcisse pilés, la farine de froment, le tout coagulé dans du miel. Et cette crème forme une sorte de cataplasme dont Juvénal nous dit qu'elle transforme le visage en ulcère. Il existait aussi, bien sûr, la fameuse crème Popée, l'épouse de Néron, réputée anti-âge, et dont certaines femmes se badigeonnaient toute la journée. Il existe d'ailleurs un dérivé de cette crème qui est toujours utilisé et qui a été mis au point aux États-Unis. La légende de Popée et du lait d'ânesse est aussi bien connue pour le bain quotidien.
On nous dit que Popée se faisait suivre d'un troupeau de 500 ânesses quand elle était en déplacement pour pouvoir prendre son bain matinal. C'est peut-être une légende. En tout cas, Cléopâtre, elle, aimait aussi de lait d'ânesse et y ajoutait même du safran et du miel. Une fois maquillée, la femme doit songer à sa coiffure. C'est un élément essentiel du paraître. Apulée disait qu'une femme n'est jamais vraiment parée si elle n'est pas coiffée avec art. La coiffure s'adapte à l'aspect physique. Par exemple, un visage allongé demande des cheveux séparés sur le front. On utilise des postiches en provenance de Germanie. Et puis, il faut sacrifier à la mode. La mode est au blond. C'est terrible pour des Méditerranéennes. Donc, il faut utiliser des produits extrêmement corrosifs pour arriver à se décolorer les cheveux. On utilise également des prothèses. Par exemple, si on a perdu des dents, on se fixe des dents de prothèse retenues par des fils d'or. Et aussi, on peut mettre des petits coussinets à la taille pour rectifier la silhouette. Et je pense à Martial qui se moquait de Gala parce qu'elle utilisait tellement de ces prothèses qu'elle les enlevait le soir pour les disposer dans des petites boîtes près de son lit. Et nous dit Martial, Gala dort en quelque sorte à côté d'elle-même. Le choix des vêtements est important. Pour suivre la mode, il faut varier les tuniques avec des formes, des couleurs diverses, en lin ou en soie, la soie si précieuse qui vient de Chine, évidemment. Puis, les parfums. La base est toujours une matière grasse, car l'huile fixe les odeurs. On utilise 4 huiles essentiellement, l'huile de bain, l'huile d'olive sauvage, d'olive verte et d'amande amère, auxquelles on ajoute des fleurs comme la rose, le lys, le jonc odorant, la lavande ou la marjolaine. Et puis on ajoute des résines d'arbres, la myrrhe, l'encens, des épices comme la cannelle ou le safran. La moins chère est évidemment l'huile de rose, qui avec l'huile de jonc est le parfum préféré des prostituées. La plus chère vient d'Égypte, avec des senteurs d'Inde et d'Arabie et comporte 24 ingrédients. Claude se moquait déjà des vieilles qui s'enduisent de parfums et essaient de se rajeunir quand elles sont décrépites et édentées, cachant les défauts de leur corps par des fards. Quand la sueur se mélange au parfum, disait-il, cela se sent comme si un cuisinier avait mélangé les sauces. On ne sait ce qu'elles sentent, on ne sait qu'une chose, c'est qu'elles sentent mauvais. Puis viennent les bijoux, les bagues d'été et d'hiver. La cérémonie de la toilette prend environ 3 heures, avec des servantes spécialisées dans chacune des opérations, et pour finir, une revue pour juger de l'ensemble, c'est-à-dire que la matrone va défiler devant l'ensemble des servantes. Évidemment, cette cérémonie est parfois douloureuse, surtout pour les esclaves. Les esclaves qui sont spécialisés, chacune a son rôle. Il y a celle qui s'occupe du maquillage, celle qui s'occupe de la coiffure, celle qui s'occupe de choisir les vêtements. Et dans la coiffure, pour tenir les cheveux, on utilise parfois de très longues aiguilles. Et la maîtresse n'hésite pas, parfois, quand elle est mécontente d'un mauvais geste ou d'un mauvais service, à piquer rageusement son esclave. Mais enfin, ça ne concerne évidemment que quelques matrones acariâtres. La femme n'a donc aucune liberté théorique. En réalité, elle joue de son influence auprès de son mari ou en société et joue un rôle de plus en plus important au sein des réceptions, par exemple, que son mari peut être amené à faire. Elle peut même divorcer. Sa fortune est alors gérée par un intendant qui se laisse volontiers manipuler, puisqu'il est en quelque sorte son esclave. Elle gagne donc en liberté, et notamment lorsqu'elle veut se remarier. Un exemple, celui de Gégania. Gégania est veuve. Elle est donc libre de ses mouvements et elle se cherche un nouveau mari. Elle est riche et en se promenant dans les rues,
elle a repéré chez un foulon un esclave qui patauge dans l'urine et dont les traits et la musculature lui semblent attrayants. Elle rachète au foulon l'esclave en question, elle le met dans son lit à l'essai, et comme le brave homme a comblé toutes ses espérances, elle l'affranchit et elle l'épouse. Voilà donc notre esclave devenu le mari de Gégania. Gégania a la bonne idée de mourir peu après. Et l'esclave, ancien esclave, se retrouve donc veuf et riche. Voilà comment peut se transformer un destin par la volonté d'une femme. Nous pouvons donc parler, dès l'époque classique, d'une certaine émancipation féminine, dans les faits, sinon dans les textes de loi. Il ne faut donc pas négliger la femme romaine.